Non, non, j'avais une coupe de Chrome d'ouvert, là. On sait bien que Chrome est gourmand. Bon matin à tous. Bon après-midi, bon matin. Donc, justement, on parlait de Google qui ont déterminé comment, c'est quoi, quelle province respectait le mieux les confinements. Fait que, ben, ça va entre autres avec Chrome, là. Ils ont fait ça de plusieurs manières. Donc, on sait, tout le monde qui a un téléphone Android, ben, d'ailleurs, le système d'exploitation Android lui-même est fait par Google. Donc, il tire plusieurs métriques de là, mais même Apple aujourd'hui, là, c'est très difficile de se défaire de Google. Donc, une fois que vous allez sur leur site web, évidemment, ils utilisent les cookies pour vous suivre un peu. Si vous utilisez Chrome comme navigateur, ils vont utiliser aussi vos historiques de navigation. Donc, je vous invite à aller lire les ce qu'on fait tout agree là, au début. Là. Donc, je vous invite à aller lire les EULA, End User License Agreements. Il explique tout ça là-dedans. Donc, voilà, en utilisant les produits de Google, évidemment, ça nous amène des fonctionnalités qui sont extraordinaires. Je pense au Search Engine, évidemment, mais à tout ce qui est Google Maps aussi. Donc, autant sur iOS que sur Android. Là. Donc, une fois qu'on a Google Maps de configurer avec notre compte Google, donc après ça, c'est possible Google, en fait, ils connaissent les trajets qu'on fait. Donc, je vous invite à aller voir votre timeline même. Donc, vous pouvez taper, je crois que c'est Google, maps.google.com/timeline. Donc, vous allez voir tous les endroits que vous avez visités. Donc, évidemment, ils savent si on sort de la maison. Ils savent où on va fréquemment. Ils savent si on va dans des lieux publics. Donc, ça, c'est une des méthodes. Évidemment, tout le trafic par Internet. Là, donc, si le trafic de Chrome, ben, on ouvre Netflix, on ouvre des services de streaming, bien évidemment, c'est plus probable qu'on soit à la maison. Donc, dépendamment de l'historique de navigation qu'on fait, ben, ça va impacter là, les résultats. Puis, bon, on peut pousser ça un peu plus loin même. Donc, à travers Google est un des précurseurs, donc ceux qui mettent beaucoup d'énergie sur le AI, l'intelligence artificielle. Donc, ils peuvent collaborer, corréler, voilà. Ils peuvent corréler plusieurs trucs. Donc, votre trafic de l'ordinateur, votre trafic du téléphone, plusieurs données qui vont pousser là-dedans. Dans le fond, ils vont être capables de déterminer certains résultats avec ça. Donc. Ouais, puis j'ajouterais aussi que sur le téléphone, ceux qui utilisent Google Maps ou Waze, vous voyez en temps réel les données de trafic, ça vient en partie de vos téléphones. Quand ils voient que vous êtes situé sur une autoroute puis que vous avancez pas vite, ben, ça va envoyer des informations à Google comme quoi vous êtes en fait, il y a du trafic sur cette route-là. Même qu'il y a un chercheur en Angleterre qui a fait il a mis une centaine de téléphones dans un petit wagon, là, une petite charrette pour enfants. Puis il se promenait dans les rues de Londres, puis il créait des bouchons de circulation, mais sur l'application seulement. Donc, vu que lui marchait, puis il y avait 100 téléphones qui avançaient pas vite, ben alors Google a détecté qu'il y avait comme un bouchon de circulation, alors qu'il n'y en avait pas du tout. Donc, c'est intéressant quand même. Ouais, puis je lis même que les photos aussi, donc Google Photos, c'est analysé également. Là, donc, s'il détecte que vous êtes dans des paysages, que vous prenez des photos, vous êtes ailleurs, bien évidemment, ça entre en ligne de compte aussi. Là. Donc, ça résume un peu comment Google font. Donc, j'ai pas le lien direct là, de la liste qui ont sorti. Je vais mettre ça en commentaire. Je vais mettre aussi un article très intéressant du cofondateur de DuckDuckGo qui présente un peu les différents services de Google, puis bon, qu'est-ce qu'ils utilisent comme données. Donc, ça intéresse quelques-uns. Je pense que ça fait le tour pour ça. Donc, deuxième question concernant les domaines. Donc, souvent, c'est Active Directory qui est maître un peu, là, qui domine dans le marché. Active Directory est un domaine, donc il utilise le protocole LDAP. Donc, c'est quoi ça, un domaine? C'est quoi ça, des forêts? Comment ça peut servir à mon entreprise?
bon, il y a Active Directory qui existe. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vais laisser Olivier vous débuter sur le sujet. Ben, Active Directory, au départ, c'est un service d'annuaire. Donc, ça donne des fonctions d'authentification, d'identification pour dans le fond, pour une entreprise, pour des usagers. Donc, ça, c'est la fonction primaire. Donc, ça n'utilise pas juste LDAP, ça utilise également Kerberos, DNS, RPC, entre autres, là, pour bien fonctionner. Fait que, concrètement, qu'est-ce que ça fait pour votre entreprise? Ben, ça vous donne un nom d'utilisateur et un mot de passe unique, puis qui est global à toute votre organisation. Donc, tout ce que vous ajoutez dans votre domaine, vous pouvez utiliser le même nom d'utilisateur, le même mot de passe pour vous authentifier. Donc, si vous avez, par exemple, un site intranet qui roule chez vous, plutôt que de rentrer un utilisateur mot de passe, vous pouvez utiliser Active Directory pour faire l'authentification. Si vous avez des bases de données, même chose. Si vous avez des applications, c'est la même chose. Donc, tout ça, c'est ce qu'Active Directory permet de faire. Active Directory a également des fonctions de gestion avancées qui offre. Donc, entre autres, ça s'appelle des group policies. Donc, des group policies, c'est généralement des configurations qu'on peut forcer sur des ordinateurs qui sont membres du domaine. Je veux juste clarifier, c'est vraiment juste des machines Windows sur lesquelles on peut pousser des configurations. On peut s'authentifier avec du Linux, du Mac, n'importe quelle affaire. Ça, il n'y a pas de problème, mais pour la gestion de configuration, Active Directory est limité à Windows. Donc, ouais. Ben, je veux dire, s'il y a d'autres types de machines qu'on peut gérer, il existe d'autres solutions pour faire la gestion des machines Mac ou Linux. Tu allais poser une question? Oui, mais dans le fond, ça se traduit concrètement là, par le fait que quand j'arrive au bureau, je me connecte avec mon utilisateur. Donc, souvent, c'est un username, password. Souvent, également, mon courriel. Là, donc, le début, ça va être la même chose que mon username. Donc, après ça, ce que tu me dis, c'est que les bases de données, les informations, le profil un peu de ce que je fais avec mon ordinateur va tout être connecté grâce à Active Directory. Donc, je vais avoir comme une identité virtuelle, si on veut. Là. Identité virtuelle unique. Donc, c'est possible de faire ça avec Active Directory. Tu as posé une question tantôt par rapport au domaine. Donc, ce qu'on appelle un domaine Active Directory, c'est un domaine, imaginez ça comme une espèce d'environnement. Là. Pour reprendre l'image, c'est une feuille sur un arbre. Donc, c'est tout ce qui se passe sur la feuille, c'est vos ordinateurs, c'est vos usagers, c'est les serveurs, c'est tout ça. Ce qui arrive, c'est avec la feuille, c'est qu'on peut aussi aller vers ce qu'on appelle des arbres puis des forêts. Donc, des forêts Active Directory, c'est l'ensemble de tous les arbres. Puis il y a des arbres, ben, c'est plusieurs domaines connectés ensemble. Donc, c'est plus pour les grandes organisations parce qu'on va avoir plusieurs forêts ou plusieurs domaines, plusieurs arbres dans une même ou plusieurs domaines dans un même environnement, mais c'est des possibilités qui existent. Donc, si, par exemple, votre entreprise, qui est l'entreprise ABC, vous achetez béton extraordinaire 2000 au bord de la rue, ben, à ce moment-là, vous pourriez, ce qu'on appelle faire une relation de trust, une relation de confiance entre les deux domaines, puis à ce moment-là, se mettre à échanger ou à truster les ressources d'un autre domaine. Donc, c'est généralement dans ce scénario-là qu'on utilise ça. Donc, maintenant, à ce moment-là, les utilisateurs, par exemple, de Nouveau Béton 2000, comment tu as appelé ça? Ouais, je ne sais plus. Béton, Super Béton. Super Béton 2000. Donc, les utilisateurs qui accédaient avec leur utilisateur mot de passe, donc ils vont toujours être capables de se connecter. Non seulement ça, mais ils vont avoir accès aussi aux ressources dont je veux leur donner accès avec la nouvelle compagnie, finalement. Oui, exactement. Donc, vous allez pouvoir déléguer des permissions et des accès aux usagers de d'autres entreprises ou de d'autres domaines ou forêts. Donc, ça, c'est essentiellement comment ça fonctionne. Maintenant, il y a des alternatives à Active Directory. Donc, Active Directory, c'est un produit de Microsoft. Ça fait plus que 25 ans, je pense que ça existe. C'est super solide. C'est utilisé par l'ensemble des compagnies Fortune 500. Là, ça, c'est vraiment un produit très, très solide. Il y a des alternatives. Donc, LDAP, au départ, on a parlé tantôt. LDAP, c'est une des composantes d'Active Directory. Donc, c'est la partie qui fait l'authentification. Ça, c'est au départ, c'est open source. Donc, c'est ouvert, c'est gratuit à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'acheter de licence serveur pour ça. Ça existe. Donc, on peut utiliser OpenLDAP sur un serveur Linux qui est open source
qui va vous permettre d'authentifier un peu de la même façon, sans avoir à débourser de frais pour des applications, des licences. Ça prend un peu plus de job de bras pour la configuration, mais c'est possible de le faire. Une autre solution qui existe également, c'est un petit peu l'évolution d'Active Directory, c'est Azure Active Directory. Ça ne remplace pas Active Directory au complet, mais il y a des fonctionnalités intéressantes là-dedans qui sont couplées avec Intune, qui est un MDM, donc un Mobile Device Management. Donc, vous pouvez remplacer un peu les GPO par Intune. Azure Active Directory permet d'authentifier. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est possible également de synchroniser ou de fédérer l'identité entre Azure Active Directory et Active Directory. Donc, c'est deux produits complètement séparés, différents, portent un nom similaire, mais c'est vraiment deux choses séparées. Vous pouvez synchroniser votre identité donc entre Active Directory que vous avez dans votre entreprise puis celui que vous avez dans le cloud, qui est Azure Active Directory. Puis maintenant, il y a des entreprises qui utilisent plus du tout Active Directory, qui utilisent que Azure Active Directory avec Intune pour faire la gestion de l'identité des accès, pour faire la gestion des postes de travail. Puis ce qui est intéressant avec Intune, c'est que ce n'est pas limité à Windows. Donc, tantôt, quand je parlais des Group Policy Objects et GPO, c'est limité à Windows, alors qu'Intune, lui, n'est pas limité à Windows. Ça fonctionne Windows, Mac. Disconnected. OK. Donc, ça fonctionne pour Windows, pour Mac, pour certaines distributions de Linux, pas toutes. Mac, excusez-moi, pas macOS, mais iOS pour Apple et iPad et iPhone, puis Android également si vous avez des Chromebooks ou des tablettes Android. Mm-hmm. Puis, fait que dans le fond, pour comprendre la différence un peu, c'est comme Active Directory, ce serait la version originale ou la version locale, là, si on veut, si j'ai des serveurs chez moi, avec Group Policy pour gérer mes machines, uniquement sous Windows. Puis maintenant, avec tout le mouvement cloud, là, Microsoft a porté ça vers Azure AD, Azure Active Directory, qui est comme la version on cloud avec Intune pour faire ce qui était un peu fait avec Group Policy avant. Ouais. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que du point de vue licence, facturation, quand vous achetez Active Directory, quand vous achetez Windows Server, vous avez évidemment Active Directory qui vient avec ça. Ça prend évidemment des CAL, donc des Client Access License, pour se connecter à Active Directory. Donc, c'est un coût unique que vous achetez. Donc, c'est quelque chose que vous payez une seule fois, puis vous l'avez pendant la durée de vie du produit. Donc, c'est généralement 10-12 ans que ça fonctionne, que les licences durent. Si vous allez vers un déploiement cloud, donc Azure Active Directory avec Intune, c'est une mensualité que vous payez. Vous n'avez pas besoin de déployer de serveur, vous n'avez pas de capital à investir, c'est vraiment juste une mensualité, vous faites la configuration, puis vous payez par utilisateur tout simplement. Donc, le licensing est un peu différent. Ça peut revenir plus cher ou moins cher. Ça dépend de ce que vous avez besoin puis à quelle fréquence vous faites vos cycles de rafraîchissement. La dernière chose que je veux dire avant qu'on termine ce sujet-là, c'est que Azure Active Directory, je vous ai parlé d'Intune pour la gestion, c'est pas 100% des features d'Active Directory qui sont disponibles dans Intune. Vous avez un subset. Généralement, là, on va retrouver la grande majorité de ce qu'on a besoin, mais il y a certains cas spéciaux que je vous dirais là, qui n'existent pas nécessairement dans Intune. Donc, c'est vraiment, si vous avez un choix à faire demain matin entre l'une des deux solutions, prenez le temps d'évaluer vos besoins, puis donnez-nous un coup de fil, appelez-nous, on va regarder ça avec vous. Si vous avez des besoins très, très particuliers auxquels Intune ne peut pas répondre, ben, à ce moment-là, on peut déployer un mode hybride, donc géré par Azure AD et Active Directory. Mm-hmm. Puis, peut-être une dernière question là-dessus. Qu'est-ce qui fait que Microsoft Active Directory est le joueur principal? Est-ce que c'est parce qu'on a des clients Windows en grande majorité dans les entreprises? Est-ce que c'est parce qu'il est plus sécuritaire? Est-ce que c'est une combinaison d'un paquet d'affaires? C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Au départ, c'est quand Active Directory est sorti, ça c'est en 1993, je sais pas, là, quelque chose comme ça. 99, je crois, ouais. Oh non, c'est plutôt que ça, c'est avant, c'est la qualité 3.1, donc 93-94. Il n'y avait pas vraiment d'alternative qui existait sur le marché. Puis même encore aujourd'hui, une solution aussi bien intégrée et aussi
performantes qu'Active Directory, il y en a pas. Il y a certains open source, donc on a parlé d'OpenLDAP, mais OpenLDAP, on a la partie authentification, on n'a pas la partie gestion. Donc, il y a des solutions intégrées comme celle-là, il n'y en a pas d'autres. Microsoft a fait un super beau travail. Il y a eu des bugs de sécurité. On parle de TLM V1, V2. Ce sont des protocoles qui sont désuets, mais bon, ce sont dans l'ordre naturel des choses. Là, les choses évoluent, puis voilà. Mais oui, il y a pas vraiment d'autres. C'est pour ça qu'on retrouve ça précisément dans les entreprises aujourd'hui, puis c'est encore très populaire aujourd'hui. Puis est-ce que c'est sécuritaire? Parce que je veux dire, il faut quand même qu'il y ait une communication avec mon serveur ou avec le cloud maintenant. Fait qu'est-ce que maintenant les protocoles sont sécuritaires? Ouais. Ouais. Assurez-vous, c'est-à-dire que par défaut, faut le rendre sécuritaire. Donc, par défaut, NTLM va être activé. On ne veut pas nécessairement l'activer. Mais par exemple, il y a des fois où on n'a pas le choix de l'utiliser. Donc, c'est sécuritaire, mais il faut prendre le temps de le configurer adéquatement pour pas se retrouver les deux pieds dans l'eau. Dernière chose, exposez jamais un contrôleur de domaine. Donc, un contrôleur de domaine, c'est ce qui gère votre Active Directory. Donc, on n'expose jamais ça à Internet. Jamais. Ouais, non. Bon, j'avais dit dernière question, mais on a parlé d'avoir une seule identité. On a parlé de plateforme SSO. On a parlé, comment, est-ce que je peux, exemple, j'ai un VPN là, chez moi, est-ce que je peux, mais les utilisateurs peuvent s'authentifier utilisant Active Directory, est-ce que je peux utiliser ça comme source principale de dire, regarde, je crée mes utilisateurs dans Active Directory, puis à partir de là, là, je leur donne accès. Donc, au VPN, aux utilisateurs qui en ont besoin, je leur donne accès seulement à certaines ressources, par exemple, je sais pas, ils ont le droit de se connecter sur tel site, ils ont des adresses courriel. Bon, est-ce que ça peut être comme un peu centralisé, là? Oui. Non seulement c'est possible, mais c'est recommandé. Donc, une des règles de sécurité, c'est d'avoir des règles de sécurité de base, c'est d'avoir un seul identifiant unique pour l'ensemble de vos besoins. Donc, utiliser Active Directory est fait pour ça. Il y a, puis ça peut s'étendre à plein d'autres plateformes en utilisant SAML ou autre. Donc, oui, utilisez-le, c'est possible de le faire, puis oui, utilisez-le, je vous l'encourage fortement à le faire pour que ce soit votre source, votre single source of truth, donc la seule vraie vérité de qui on est puis comment s'identifier. OK, donc je devrais tout pointer là-bas. Là. Que ce soit Azure AD ou Active Directory on-prem, puis si vous avez un site à l'externe, vous ne voulez pas utiliser Azure AD, il existe également ADFS, une extension d'Active Directory, Active Directory Federation Services, qui permet de s'authentifier sur d'offrir un service d'authentification, mais sur le web qui est sécurisé. Excellent, cool. Ça fait le tour de nos questions. Donc, voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour tes réponses et tes lumières, Olivier. Puis nous, on se retrouve demain. Demain. Bye-bye. Ciao.